En d'autres termes, les comportements dits modernes sont bien plus anciens et bien plus répandus et surtout bien plus diversifiés que ce qu'on croyait. Et là, je vous ai simplement donné un tout petit échantillon des découvertes de ces 30 dernières années. Mais des preuves de plus en plus nombreuses s'accumulent pour montrer qu'en fait, la modernité comportementale est en réalité bien plus ancienne que 50 000 ans et est apparue en Afrique, probablement en même temps que l'humain anatomiquement moderne. Donc là, on se dit, trop bien, en fait, mystère résolu, c'est juste qu'on n'avait pas du tout la bonne définition de modernité comportementale. On pensait que c'était arrivé d'un coup, alors qu'en fait, pas du tout. Mais, ce serait trop simple sinon. Il y a toujours un autre problème. On se rend compte que certains des comportements soi-disant modernes, etc., apparaissent pour ensuite disparaître pendant des dizaines de milliers d'années et ensuite réapparaître à nouveau, sans explication. Du coup, là, on a résolu un mystère pour en découvrir un nouveau. Si Homo sapiens était déjà bien capable de symbolisme et d'innovation, etc., il y a 100 000 ans, voire même plus, 160 000 ans, etc., pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas juste généralisés immédiatement? Pourquoi est-ce que ces avancées apparaissent par intermittence, puis disparaissent parfois pendant des dizaines de milliers d'années avant de ressurgir ailleurs, sans aucun lien? Et là, la question devient fascinante. Et l'explication, rien à voir, pourrait se trouver dans les mathématiques. Contrairement à beaucoup de trucs, le comportement humain ne fossilise pas. C'est-à-dire que ce que nous en déduisons se repose principalement sur des indices matériels, souvent fragiles, comme par exemple « Oh, il y a un petit collier », ça veut dire qu'ils avaient de la pensée abstraite. « Oh, ils ont fait de la peinture avec plein de matériaux ». Sauf que ces indices sont souvent fragiles et que la majorité des artefacts sont encore en fou. Ou alors sont carrément disparus à tout jamais. La conservation des vestiges dépend donc de l'environnement. Chaleur, humidité, composition du sol, etc., etc. Et plus on remonte dans le temps, plus ces traces, c'est totalement logique, se raréfient. D'où ce principe fondamental en archéologie. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Je vais le redire doucement. Quand il n'y a pas de preuve, ça ne veut pas dire que il n'y a rien. Ça veut juste dire qu'on n'a pas trouvé les preuves. Les découvertes montrent que la modernité comportementale n'est ni liée à une morphologie spécifique, ni à un lieu unique. Elle a émergé progressivement, de façon non linéaire, dans plein de différentes populations comme ça, qui ont probablement échangé et modifié leurs pratiques. Donc pas un seul berceau de l'humanité, contrairement à ce qu'on peut penser. En fait, il y en a plusieurs. En 2009, une étude publiée dans Science propose même une hypothèse qui va à l'encontre de l'idée d'une mutation génétique soudaine. D'après les modèles mathématiques utilisés par les chercheurs, ce n'est pas un changement biologique qui a déclenché la modernité comportementale, mais c'est la démographie. En gros, plus une population est nombreuse, plus elle est connectée, plus elle échange des idées, et donc plus elle est capable d'accumuler des innovations sans les perdre. À l'inverse, si une population diminue, certains savoir-faire peuvent disparaître en quelques générations seulement. Et c'est exactement ce qu'on observe dans le registre archéologique. On a des phases d'innovation suivies de phases d'oubli en fonction des fluctuations de population. Elles-mêmes souvent liées au changement climatique, ou alors il s'est passé quelque chose, donc la population décline, donc l'innovation décline aussi. Ce qui signifie que la modernité comportementale n'est pas un état figé, qui se déclenche un jour pour ensuite ne plus apparaître ou ensuite revenir, etc. Pas du tout. C'est un processus dynamique, fait d'accélération, de stagnation, d'invention et d'oubli, et qui s'est construit surtout progressivement au fil des millénaires partout dans le monde. Et si la vraie révolution n'était pas un bond en avant, mais plutôt une mosaïque d'innovations dispersées dans le temps et dans l'espace. On est à présent en février 1990. Un spéléologue explore les contreforts du Tarn-et-Garonne quand il tombe sur un passage exigu à peine plus large qu'un terrier de lapin. Il s'agit en fait d'une grotte oubliée. Il ignore encore que derrière cette entrée étroite se cache l'un des plus grands mystères de la préhistoire. Il faudra 2 ans de déblayage avant que l'équipe de recherche n'atteigne le cœur de la cavité à 300 mètres sous la terre. Là, sous la lumière tremblante des lampes, une structure improbable apparaît. Des cercles de stalagmites alignés et superposés. On a 400 fragments soigneusement disposés
Donc un travail méthodique, réfléchi, organisé. Et là, la question se pose, qui a bien pu faire cette jolie construction au fond d'une grotte, loin de toute lumière naturelle? Sauf que, on est au fond d'une grotte. Très 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 au fond d'une grotte. Là où il n'y a même aucune lumière naturelle. Donc la question se pose de, qui a fait ça? Avant d'aller plus loin, les chercheurs analysent d'autres indices. Notamment, on a des os d'ours calcinés près de l'entrée. On a des traces de feu. Peut-être des humains ont-ils brûlé ces ossements. La datation finit par arriver des labos. Et là, surprise, 47 600 ans. Petit problème, si vous avez suivi, je vous avais dit, vous vous rappelez, Homo sapiens est arrivé en Europe il y a 50 000 ans, non. Donc là, premier problème, l'unique espèce humaine connue en Europe à ce moment-là, à cette époque, c'est Néandertal. Homo sapiens n'est pas encore arrivé, donc c'est pas possible. Tout le monde sait que Néandertal n'explore pas les grottes. Vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. C'était pas un truc qu'il faisait, il n'explorait pas les grottes, il ne faisait pas du tout, encore moins, des cercles de pierre à l'intérieur. Donc là, on se dit, ok, c'est trop bizarre, on tente de trouver une autre explication. Après tout, Homo sapiens arrive en Europe aux alentours de cette période. On n'est pas très très loin de 50 000 ans, donc peut-être que la datation est juste légèrement fausse. Ou alors que les os brûlés n'ont rien à voir avec les mystérieuses structures de stalagmites. Peut-être qu'il y a une autre explication qu'on n'a pas encore trouvée. Puis silence. Pendant des années, la grotte de Bruniquel reste une anomalie, un mystère un petit peu gênant, jusqu'en 2016. Après de nouvelles fouilles et analyses, une équipe internationale publie les résultats dans Nature. La datation est affinée, donc là on va vraiment essayer d'avoir un truc très précis. Et là on découvre en effet que on s'est trompé. Les structures ne datent pas de 47 600 ans. Ok. En fait elles ont 180 000 ans. Homo sapiens aurait pu être là, éventuellement en 47 000, peut-être, pas 180 000 ans. Là, le doute n'est juste plus permis. Ce n'est pas Homo sapiens qui a construit cette structure. Et là, tout s'effondre. La modernité comportementale, censée être notre exclusivité, ce fameux critère qui fait que nous, on est si spéciaux et qu'on est au-dessus du lot. Et c'est grâce à cette pensée symbolique qu'en fait, on a réussi à faire des choses inutiles mais plus profondes. Et donc, on a pu construire une société et dominer le monde. Tout ça, poubelle. Là où Homo sapiens décore ses grottes de jolies petites peintures, etc., machin. Donc là, on est à peu près à la même période. Néandertal, parce que oui, c'est Néandertal qui se trouve là, à ce moment-là, érige des structures de pierre. Alors, est-ce qu'il savait pourquoi? Est-ce que ça avait un sens particulier pour lui? Peu importe, il l'a fait. Et le plus ironique là-dedans, c'est que c'est même pas la première fois qu'on repère un comportement complexe chez Néandertal. Mais hyper curieusement, chaque fois que l'on trouve une preuve que Néandertal pourrait avoir eu une pensée complexe, il y a toujours une excuse pour la minimiser un petit peu. Soit les fouilles sont trop anciennes, donc pas assez fiables, soit les traces sont trop rares pour être significatives, etc. Ou alors c'est de l'acculturation, il a juste copié sur Homo sapiens. Bref, deux poids, deux mesures. D'un côté, on attribue systématiquement les indices de pensée symbolique à Homo sapiens. De l'autre, on trouve des prétextes pour dire que Néandertal n'avait pas totalement cette capacité. Et là, ça engendre une autre question. Comment prouver qu'un objet est symbolique, sans connaître la culture dans laquelle il a été créé? Que ce soit une peinture, une gravure, un bijou, etc., peu importe. Tout ça, ça nous paraît évident parce que nous, on comprend le sens. Mais une structure de stalagmite, ça nous échappe. On peut pas dire, ils ont fait ça pour ça. Les recherches récentes sont en train de réhabiliter Néandertal et de nuancer notre regard sur lui. Loin du cliché d'un primitif brutal et muet, etc., qui avait aucune pensée abstraite, il apparaît aujourd'hui comme un humain à part entière, avec une intelligence et une culture propre. Et ce questionnement, il s'arrête pas à Néandertal. Les Denisoviens, par exemple, une autre branche humaine qui est aujourd'hui disparue, pose exactement le même problème. On n'a que peu d'artefacts d'eux, mais parmi ces rares objets, il y a par exemple un bracelet en pierre finement taillé. Là, on peut se demander pourquoi faire un bijou si ce n'est pour signifier quelque chose. Alors, la question c'est, à quel moment est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment devenu humain? Qu'on s'est séparé de nos ancêtres primitifs pour devenir exactement nous? Et si finalement, nous n'étions pas si spéciaux que ça?
2015, Indonésie. Les archéologues exhument un coquillage vieux de plus de 500 000 ans. Donc là, 500 000 ans, très très vieux. À première vue, rien de très spectaculaire. Mais en l'observant de plus près, un détail inattendu surgit. Des gravures géométriques, des lignes, des motifs gravés à la surface, intentionnellement. Le verdict tombe, l'auteur de ces gravures n'est pas Homo sapiens, certainement pas, il n'existe pas encore. Ce n'est pas non plus Néandertal, c'est Homo erectus. Homo erectus, pour rappel pour ceux qui n'ont pas suivi en SVT, c'est une espèce encore plus vieille que Homo sapiens et Néandertal. En gros, jusqu'ici, on les avait toujours vus comme une sorte de forme archaïque d'humain, un bricoleur un petit peu robuste mais très très limité, plus préoccupé par la chasse que par l'art ou la pensée abstraite. Et pourtant, ici, on a des traces qui sont bien réelles. Et avec elles, une question vertigineuse. Est-ce qu'il est possible de graver un motif sur un coquillage sans une forme de pensée symbolique? Attention, la question ici, c'est pas de savoir s'ils avaient l'écriture et tout, c'est pas du tout le propos. Est-ce que quand on fait ça, ce geste, graver un coquillage, ça n'indique pas, quelque part, une forme de pensée intelligente? Et si ces gravures ne sont pas accidentelles, alors elles impliquent un acte délibéré, un concept, une représentation. Or, jusqu'ici, on a parlé, l'une des pierres angulaires de la modernité comportementale, c'était précisément la capacité à créer de l'art. Alors, est-ce qu'on a sous-estimé Homo erectus? Jusqu'à quel point est-ce que c'était un proto-humain, genre juste il était là avant nous pour que finalement nous évoluions, etc. En fait, peut-être qu'on pose juste mal la question. Parce qu'en réalité, on a toujours cherché à définir notre humanité. C'est une obsession qui est vraiment très très vieille, elle a plusieurs millénaires. Les Grecs, à l'époque, parlaient même d'animalité raisonnable. Les penseurs médiévaux invoquaient le péché originel. La Renaissance célébrait l'humanisme. Mais une chose est sûre, c'est que chaque époque a tenté de tracer une frontière entre nous et les autres. Et puis, il y a eu le choc de l'évolution. L'idée que l'humain n'est pas une exception, mais un produit du temps, de la sélection et du hasard. Mais c'est pas tout. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de se dire « Et si c'était juste pas les hommes qui avaient fait ces petites gravures il y a 500 000 ans, etc. Et s'il y avait eu une autre espèce ?» Et en fait, je vais pas du tout me moquer de vous parce que vous avez raison. C'est une vraie question. Parce que on a découvert qu'on n'est pas la seule espèce humaine à avoir existé. On a eu Néandertal, Denisova, Homo erectus, etc. Mais combien d'autres espèces ont foulé cette terre avant nous? Juste, on n'a pas forcément retrouvé de traces, parce qu'encore une fois, on peut pas tout retrouver en archéologie. C'est en fait une question très légitime. Et dès lors, une nouvelle question surgit. Qu'est-ce qui définit l'humanité si nous n'avons jamais été seuls? Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train de dire que c'est une espèce extraterrestre qui a fait tout ça, pas du tout. Mais peut-être qu'il y a encore d'autres espèces dont on ne connaît pas encore l'existence. Pendant des décennies, on a insisté, Néandertal, c'était juste un prototype, c'était un brouillon maladroit, etc. Tu sais, les clichés là, de l'homme des cavernes, etc. C'est ça. Une existence qui était en gros résumée à la survie. Et en plus pas super efficace parce qu'aujourd'hui il est plus là. Mais en fait, regardez tout ce qu'on a aujourd'hui et tout ce qu'on sait d'eux. Les preuves s'accumulent. Néandertal peignait ses parois, érigeait des structures, utilisait des pigments, enterrait ses morts. Et maintenant on a Homo erectus qui griffonnait lui aussi des formes sur des coquillages. Il y a 1,5 million d'années. Alors la question c'est où est la ligne? Et là on arrive à autre chose. On a tendance à se voir comme plus. Si aujourd'hui l'espèce humaine est la seule espèce du genre humain, pas le Néandertal et tout, à être encore ici aujourd'hui, c'est parce que on aurait dégommé tout le monde parce qu'on était plus fort, plus intelligent, plus évolué, plus unique. On se raconte cette histoire-là, que nous sommes l'aboutissement en gros de l'évolution, la version la plus optimale, donc du coup on a démarré tout le monde, que tout ce petit truc menait à nous, comme si nous étions la conclusion, le point final logique de l'histoire de la vie. C'est pour ça notamment qu'on aime beaucoup cette fameuse illustration du singe qui se redresse progressivement jusqu'à devenir Homo sapiens. Parce qu'elle est simple. Elle est si simple. Elle raconte une belle histoire. Mais la vérité, c'est que l'évolution n'est pas du tout une ligne droite. En fait, ça ressemble davantage à un buisson chaotique. Une multitude de branches qui poussent dans toutes les directions, se croisent, s'éteignent, parfois laissent des traces, Alors oui, nous sommes la dernière espèce humaine debout.
Mais est-ce que ça fait de nous pour autant l'espèce la plus humaine ? Si nous continuons à chercher des réponses avec notre prisme actuel, on passera peut-être à côté d'une vérité plus grande. Et en même temps, nous placer au centre du truc, c'est assez compréhensible, dans la mesure où nous sommes la seule espèce humaine encore vivante et où nous dominons le monde par rapport aux autres espèces animales. On ne peut pas le nier, aujourd'hui c'est l'espèce humaine qui a vraiment, littéralement, excusez-moi le terme, mais niqué le game, un petit peu. Et donc, la question demeure, pourquoi ? Pourquoi est-ce que nous dominons le monde et pas les ours ou les phoques ? Eh bien, je m'arrête ici. Mais en fait, cet épisode-là que vous venez de regarder, à la base, c'était simplement l'introduction de l'autre épisode qui arrive juste après, du coup, qui sera justement sur cette question-là. Pourquoi est-ce que les hommes dominent le monde et pas les ours ou les phoques ? Mais il était très important de comprendre ce que je viens de vous expliquer. Et vous savez qui d'autre aime l'art ? Moi. Et d'ailleurs, j'ai un compte Instagram où je partage mes peintures, mes photos et plein de trucs